Alors, je voulais anticiper un peu sur un scénario qui me paraît très probable et qui est que Macron soit aussi mauvais dans la gestion de la crise économique qui va arriver qu'il ne l'a été dans la gestion de la crise sanitaire. La seule mesure qu'il nous a proposée pour le moment, c'est de faire tourner la planche à billets en gros pour aider les entreprises. Alors ça, c'est pas une solution nouvelle, ça fait 15 ans qu'à chaque fois qu'il y a un petit frisson boursier, les banques centrales du monde entier injectent massivement des liquidités pour faire remonter la bourse, hein, tout simplement sous la forme de prêts donc aux banques qui ensuite prêtent aux entreprises, aux États ou aux particuliers, ou directement sous la forme d'achats d'actions, d'obligations, de matières premières. Alors ça marche. Tu achètes des actions effectivement avec de la fausse monnaie, ou en tout cas ce qui s'y apparente clairement. Ton action effectivement elle a tendance à remonter, ça réattire les investisseurs et tu as résolu ta crise boursière. Sauf qu'il y a des conséquences à ça. Alors, plusieurs conséquences. La première qui est plus visible pour nous les pauvres, c'est l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire que tu as injecté de la monnaie, donc tu vas avoir de l'inflation. Alors, inflation, pas augmentation du prix des produits de base, tu vas avoir augmentation du prix des actions, augmentation du prix des prix de l'immobilier, augmentation en gros du prix du capital, ce que tu pourrais te payer et qui pourrait te faire sortir de la pauvreté et que finalement tu pourras jamais te payer. Et puis, bon, autre conséquence directe de cette augmentation des inégalités, c'est que tu as donné de l'argent aux riches hein, en achetant finalement des actions. Et du coup, bah, maintenant, il faut leur fournir des biens, des services, des biens à consommer. Hein. Tu as engagé ton pays à leur fournir finalement des richesses. Et tu as trop de riches avec un pouvoir d'achat totalement illimité. Et ça a un coût. Ça, c'est pompé sur la production de richesse nationale. Donc ça c'est un premier problème. Deuxième problème de ces injections de monnaie par les banques centrales, à mon sens encore plus grave, c'est que tu vas sauver les entreprises qui auraient dû couler, qui avaient une activité pas forcément hyper utile. C'est-à-dire que si tu avais une chute de ton action à un moment donné, c'est peut-être parce que l'entreprise en question, elle avait une activité qui n'était pas forcément essentielle. Or, cette entreprise, elle monopolise des travailleurs, des cerveaux, des matières premières, et il aurait mieux valu la voir couler, cette entreprise, et puis après te recentrer, te réorienter, finalement faire une autre entreprise sur une autre activité un peu plus utile. Or, en sauvant à chaque fois, comme ça, avec de la fausse monnaie, ces entreprises, eh ben, tu te retrouves en surproduction, et en surproduction de merde, surtout. Alors, au niveau mondial, on était en surproduction. Pas en France, effectivement, on ne produit plus rien en France, mais on est propriétaire d'entreprises qui produisent dans le monde entier. Et on était obligé de forcer la consommation. Un exemple tout bête, la prime à la casse. Pourquoi il y a la prime à casse? Parce qu'en fait, on n'arrivait plus à vendre de voitures. On avait trop de voitures, donc il faut détruire des voitures pour revendre, pour te forcer à vendre, à acheter de nouvelles voitures, tout simplement parce que sinon, ben, on n'arrive pas à sauver les industries qui sont en surproduction. Alors ça, c'était la situation avant le coronavirus. On avait beaucoup trop de liquidités finalement sur le marché. On avait beaucoup trop utilisé cette méthode et on attendait une crise. Sur ce, arrive la crise du coronavirus et Macron nous propose de la solutionner avec de la planche à billets à hauteur de 300 milliards d'euros pour aider les entreprises. Ok. Donc il va sauver des entreprises en leur accordant des crédits, sauf qu'il va sauver des entreprises qui vont couler parce qu'elles n'auront pas de clients. Donc un an plus tard, ces entreprises vont couler, on leur aura accordé et des crédits, elles ne pourront pas les rembourser, on aura une crise de la dette privée. En plus de ça, il va injecter énormément de monnaie dans le système, donc il va y avoir de l'inflation. Qui dit inflation dit baisse de la consommation, donc encore moins de clients pour ces entreprises. Alors, je fais un petit break. Là, les mélanchonistes vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, si le problème c'est qu'il n'y a pas de clients, il suffit de stimuler la consommation. Non, ce ne sera pas possible non plus. Alors, je viens de le dire parce qu'il va y avoir de l'inflation déjà, donc on peut s'attendre déjà à une baisse de la consommation, c'est la première chose. Ensuite, parce que la consommation, c'est aussi les échanges entre les entreprises. Donc c'est pas en donnant de l'argent à un particulier que tu vas sauver toutes les entreprises. Troisième point, quand tu donnes de l'argent à un particulier pour qu'il consomme, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des conneries, il importe des conneries. Voilà, il va s'acheter un iPhone. Super. Tu as stimulé effectivement la consommation quand ton particulier a acheté un iPhone, sauf que pas en France avec les entreprises françaises, tu l'as stimulé en Californie. Et puis quatrième point, le plus important à mon sens, c'est que tes clients étrangers seront tous ruinés. Donc pour eux, tu peux pas stimuler la consommation. Concrètement, je prends un exemple tout bête. Airbus, par exemple, ça sert à rien de relancer tout de suite
la production d'avions dès la sortie de la crise, parce que on sait qu'il va y avoir une baisse du trafic aérien pendant plusieurs années. Donc forcément, trop d'avions, pas besoin d'avions, on ne vendra pas d'avions. Alors, tu gardes l'outil, mais tu sais que de toute façon, tu ne pourras pas redémarrer cette activité tout de suite. Enfin, alors, Airbus, c'est pas forcément un super bon exemple, parce qu'il se trouve que Boeing est en difficulté en ce moment, mais vous comprenez. Ce sera le cas de toute façon dans tous les domaines, que ce soit le tourisme, le luxe, même l'armement, nos clients sont en difficulté. Donc on ne peut pas stimuler la consommation de nos clients étrangers. Autre chose à laquelle il faut s'attendre, c'est une crise immobilière, hein, pour des raisons simples. D'abord, tu as des gens qui sont morts. Donc quand les gens meurent, il y a des héritages des gens se retrouvent avec des héritages sur les bras. Quand tu hérites d'un bien, ça coûte cher. Tu essaies de le vendre le plus vite possible, donc pas cher. On a des entreprises qui vont se retrouver en difficulté, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vendre des biens immobiliers pour essayer de survivre. Donc beaucoup de vendeurs et pas beaucoup d'acheteurs forcément, hein. Vu que c'est la crise économique, il ne va pas y avoir beaucoup d'acheteurs, donc baisse des prix. Alors là encore, Macron va tenter de sauver le marché immobilier en accordant des crédits à mort, planche à billets. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut laisser éclater la bulle. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il doit y avoir un éclatement de la bulle immobilière, donc là c'est l'occasion de la laisser éclater. Alors par contre, une fois qu'elle aura éclaté, tu laisses pas les puissances étrangères acheter tes biens immobiliers à bas prix. Ça va de soi. Mais ça encore, pour ça il faudrait bloquer le marché. Avec le libéralisme on bloque rien, donc là encore il va échouer. Je voulais utiliser une petite image, c'est un peu comme si l'économie était une voiture. Donc là, on arrête d'accélérer, d'appuyer sur l'accélérateur pendant 2 mois avec un moteur qui était déjà essoufflé. Qu'est-ce que nous propose Macron pour redémarrer? C'est de rappuyer comme un bourrin sur l'accélérateur. Et ça ne fonctionnera pas, parce que tu ne peux pas redémarrer une voiture qui n'a pas d'élan en cinquième devant une montée. Parce que, pourquoi je dis devant une montée? C'est parce que tu sais que déjà, tu vas avoir un contexte un peu difficile vis-à-vis de tes clients étrangers. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu cales. Grosse gamelle économique, tu te retrouves avec tes 300 milliards que tu as prêtés que on ne te rembourse pas. Tu te retrouves avec un État qui est déjà intervenu et qui ne peut plus intervenir donc pour sauver les entreprises. Et là c'est encore pire. Là, c'est pire que si tu n'avais rien fait. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétrograder. Concrètement, il faut réduire l'offre de biens et de services. Il faut laisser couler certaines activités non essentielles. Il faut laisser couler les boîtes que tu ne peux pas sauver. Il faut te recentrer sur ton marché national. Alors pour ça, il faudrait avoir des frontières, hein, mais tu auras plus de clients, beaucoup moins de clients étrangers, donc il faut te recentrer sur ton marché national. Alors tu vas te retrouver effectivement avec des chômeurs si tu laisses couler des sociétés. Et il faut essayer de faciliter l'embauche dans les secteurs qui peuvent survivre. Même si c'est de l'embauche à pas forcément à très grosse valeur ajoutée. Le peu de valeur ajoutée que ce sera, tant mieux. Et puis il faut essayer de réduire de toute façon le chômage. Et puis tu peux stimuler effectivement la consommation, mais il faut essayer d'orienter cette consommation vers justement les sociétés qui peuvent survivre et dont tu as besoin. Alors pour tout ça, moi je pense que Macron va échouer, hein, tout simplement, parce qu'il faudrait vraiment cette fois-ci sortir du logiciel gauche-droite et pas uniquement pour faire de la communication. Or, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer ce qu'il a appris dans les grandes écoles. Il va nous présenter sa pensée complexe qui se résume finalement à l'ultralibéralisme. Et puis il va se prendre une grosse gamelle, il va se planter comme une grosse merde, comme d'habitude. Bon, ça c'est mon avis sur ce qui est de la question économique. Je voulais revenir rapidement sur sa gestion de la crise sanitaire, même si on est tous d'accord qu'il était très mauvais, donc juste en quelques points. Ce qui m'agace le plus, moi, c'est quand j'entends le gouvernement nous dire qu'il a suivi les conseils de son conseil scientifique. En fait, c'est pas ton boulot, tu vois. Toi, t'es là pour réfléchir avec plein de facteurs, t'es là pour prendre des décisions. Alors, effectivement, t'as ton conseil scientifique, mais il n'y a pas que ton putain de conseil scientifique. C'est quoi le conseil scientifique? C'est les professeurs en médecine qui ne connaissaient pas la souche en question. Ils connaissaient le mot coronavirus. Ils se sont dit, on est beaucoup plus malin que les Chinois, on va régler ça en 2 semaines. Parce que c'est des gens qui pètent beaucoup plus haut que nous. Un professeur en médecine, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Je le sais, je suis attaché de recherche clinique. Je me suis fait blacklister parce que, bref, pour plein de raisons. Il fallait étudier un petit peu les personnalités, savoir que oui, effectivement, c'est des gens à quand même prendre avec un certain recul.
Ça, c'est la première chose. Raoult en première ligne, hein, parce que bon, les médias l'ont découvert il y a 8 jours, Raoult, mais tu tapais coronavirus il y a 2 mois sur Google, tu tombais sur Raoult quasiment en première page, qui t'expliquait que c'était une grippette, que le virus n'arriverait probablement jamais en France, qu'il fallait rien faire. Ok, très bien, très bien. Donc ça, c'est ton conseil scientifique. Donc pourquoi pas l'écouter, mais quand même avec un certain recul. Et puis, il y avait d'autres éléments qui devaient te mettre la puce à l'oreille, Manu. Par exemple, la Chine n'arrête pas sa production pendant 2 mois, quasiment totalement, sans aucune raison. Donc soit elle savait à quoi s'attendre et elle a pris des mesures, elle nous a fait un coup de pute en gros, c'est elle qui a déclenché le truc et qui a réussi à le gérer. Ça c'est une première hypothèse. Soit elle a menti sur les chiffres et la crise était beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. Et et donc ça, tu pouvais le vérifier. Il y a déjà eu des crises économiques, des crises sanitaires, des épidémies dans le monde. On n'a jamais vu un pays arrêter sa production pendant 2 mois. Ça, c'est complètement inédit. Ça devait un petit peu éveiller... Voilà, c'était pas le moment d'aller au théâtre, concrètement. Et puis il y avait le cas d'Italie, il y a les cas de tous les pays dans lesquels le virus s'était propagé. Avant ça, on a méprisé l'Italie en disant nous on a une autre stratégie, on a la stratégie de la recherche du patient zéro. Ça c'est pas la stratégie à Macron, hein, la recherche du patient zéro. On a des services, dès l'instant où on est une épidémie, on a des services qui sont chargés de rechercher le patient zéro. C'est une première barrière, effectivement, si tu trouves le patient zéro, t'as des chances d'éviter la propagation de l'épidémie, mais c'est pas la seule barrière que tu dois mettre en place. Il n'y a aucun mérite à faire ça, puisque comme je le dis, c'est pas Macron qui l'a fait. Hein, mais alors, il fallait pas fermer les frontières, d'après Macron, avec l'Italie, parce que fermer les frontières, tu comprends, c'est un signal négatif dans l'ultralibéralisme, et ça risquait de faire une chute de la bourse. On s'attendait, il a eu peur, hein, il s'est dit, la bourse va chuter d'au moins 5%, c'est terrible. Ok Manu, mais là, la bourse, maintenant, elle a chuté de 35%, tu vois. Et donc voilà. Donc, aucune anticipation, en gros, hein, ni test, ni masque, ni respirateur, ni fermeture de frontières, ni chloroquine. Bientôt, on va se retrouver en rupture de chloroquine parce que grâce à notre libéralisme, ultralibéralisme à la Macron, on a réussi à faire des exportations en pleine crise du coronavirus, c'est formidable. On a exporté de la chloroquine. Donc du coup on n'en a plus. On est le pays qui produit la chloroquine, enfin en tout cas on a la Sanofi, l'entreprise qui la produit, mais on n'a pas de chloroquine parce qu'on a vendu notre stock aux États-Unis et au Maroc, ce qui fait que le Maroc a mieux géré la crise que nous. Voilà. Donc bon, Macron, félicitations quand même sur certains points. Dernier point sur Raoult, hein, juste notre ami Raoult décroule. Bon, sa stratégie, donc, c'était pas de confinement, rien, c'est une stratégie du Moyen-Âge, dont on va trouver un traitement parfait. Alors, déjà, je me dis, t'as du bol de le trouver, ton traitement, c'est pas toi qui l'as trouvé, tu l'as trouvé dans des études chinoises. Bon, après, il fallait relire toutes les études, donc ça, c'est tout à ton honneur. Et il fallait retester pour voir si ça marche. Parfait, bravo. T'as du bol de la trouver, tu la trouves un petit peu tard, ta chloroquine, et puis tu sais que pour mettre sur le marché une molécule en France, il faut, avec une nouvelle application, il faut faire des études cliniques. T'es pas en train de le découvrir, t'as fait 300 études cliniques. Tu vas me dire que c'est pas toi qui les as fait, c'est des attachés de recherche clinique qui sont payés 1600 balles et qui font 90% de ton boulot, ça je veux bien l'admettre, mais tu le sais ça, que c'était pas aussi rapide. Et puis, admettons que ta chloroquine, tu l'aies effectivement trouvée, mais dans 2 mois, parce que là t'as mis 1 mois et demi à la trouver, t'aurais pu mettre 3 mois, on est d'accord. Comment on faisait, hein, ouais. Donc, bon, voilà. Moi, je trouve que le Raoult, il est un petit peu méprisant vis-à-vis des autres professeurs en médecine qui disent qu'effectivement, il y a quand même de quoi s'inquiéter et peut-être prendre d'autres mesures que la chloroquine. Et il est gentil avec son remède miracle, mais il savait très bien qu'on ne pouvait pas le mettre en place immédiatement. Alors moi, je veux bien que ce soit un héros national, je mets ça avec des pincettes. Ceci dit, je veux pas non plus lui taper trop sur les doigts, même si je déteste les professeurs en médecine. Parce que les médias s'en chargent déjà beaucoup. Alors, c'est un peu étrange. On se demande pourquoi les médias le détestent à ce point. Moi, mon avis, c'est que les médias pensent que la chloroquine est dangereuse parce que de la chloroquine, on n'en a pas. Parce qu'on a encore foiré sur l'anticipation des stocks de chloroquine. Et que, comme pour les masques, hein, il fallait nous expliquer que les masques ne servaient à rien parce qu'on n'avait pas de masque. La chloroquine est dangereuse parce qu'on n'en a pas. C'est mon avis. Après, on peut effectivement envisager le fait qu'ils
qu'il soit pas d'accord pour un traitement qui n'est pas cher ou qui veuille tuer les vieux. Moi, je pense que Macron n'était pas mécontent de voir 100 000 vieux mourir, effectivement. Après, de là à dire que il a fait exprès, non, je vais pas jusque-là. Mais bon, après, toutes les hypothèses sont à creuser, il faut être curieux. Hein. Je vous interdis pas d'être curieux. En conclusion, enfin, juste moi, le Raoult, si on avait des stocks de chloroquine très importants et qu'on pouvait sauver la planète avec d'autres chloroquines, moi je pense que Macron, il aurait donné la médaille, la Légion d'honneur à Raoult depuis très longtemps, et il aurait dit c'est mon professeur en médecine. Il aurait dit Sanofi, c'est à nous. Vous voulez que je vous sauve? Je vous envoie des traitements, ça coûte pas cher, je vous les offre. Ouais, c'est mon avis, mais bon. Le Macron, en tout cas, en conclusion. On voit la qualité d'un capitaine quand il y a une tempête. Et là, on en a deux tempêtes qui arrivent. Or, on a un beau capitaine avec un beau costume de capitaine, mais c'est un putain d'intermittent du spectacle. Et on va le voir se planter. Alors, il se prenait pour Dieu, hein, sa pyramide, la Jupiter. Hein, Jupiter, dans la mythologie grecque, c'est Dieu. Hein. Donc, Dieu, ok, il a rien dit. Ok. Mais maintenant, c'est l'heure de la chute, et ça va faire mal, tu vois. J'ai même pitié pour toi, mon petit Manu.